Voilà, et bien merci beaucoup à tous d'être présents. En général, on rejoint en cours d'intervention parce que c'est toujours parfois un peu difficile d'être pile à l'heure, mais on doit y aller. Donc merci à toi Bruno et je te laisse la présentation. Merci Laurence, bonjour à tous. Donc je vais partager mon écran. Je ne sais pas si vous le voyez, mais On le voit, pas en grand écran, mais on le voit assez quand même. ouais, donc il faut que je me mette seulement en, en diaporama et ça devrait marcher. Ça vous devez C'est voir. tout bon, Ça c'est avance? parfait. Bon, Ouais, ça avance, ouais. alors les lipodystrophies, c'est une maladie rare mais pas exceptionnelle. Et donc, on a dans les lipodystrophies des formes congénitales et des formes acquises. Alors, la particularité des lipodystrophies, c'est une absence généralisée ou partielle du tissu adipeux. Et c'est associé souvent à une hypertrophie du tissu adipeux dans d'autres sites qui, d'habitude, ne reçoivent pas le tissu adipeux, comme le cœur ou le foie, par exemple. Alors, les anomalies de répartition des graisses, que sont les lipodystrophies, vont être responsables d'une insulinorésistance qui peut être majeure, avec un syndrome métabolique, une hyperglycémie ou un diabète, le diabète étant assez fréquent d'ailleurs, un acanthosis nigricans, qui est un signe clinique assez fort de l'insulinorésistance, et puis parfois une hyperandrogénie avec un hirsutisme, alopécie et des troubles des règles, voire une infertilité. La stéatose hépatique non alcoolique, qu'on appelle maintenant la MAFLD, est aussi extrêmement fréquente dans les lipodystrophies. Alors, les mécanismes physiopathologiques sont les suivants. On a dans cette pathologie-là, du fait de mutations de plusieurs gènes, enfin de certains gènes impliqués dans le métabolisme du tissu adipeux, une diminution de la quantité du tissu adipeux, avec une accumulation ectopique de graisse dans des tissus non adipeux comme le foie, le cœur, les artères, le rein, le pancréas et les muscles, ce qui va avoir des conséquences. Le taux de leptine, qui est une protéine synthétisée par le tissu adipeux, est réduit. Et c'est un des signes que l'on va utiliser en biologie pour confirmer le diagnostic. Et juste un rappel sur le rôle de la leptine, qui est cette protéine sécrétée par le tissu adipeux, qui a plusieurs particularités. C'est que la leptine réduit la prise alimentaire en agissant au niveau de l'hypothalamus. Elle augmente la captation du glucose dans le muscle, donc c'est un effet un peu similaire à l'insuline. Elle augmente la sensibilité de l'insuline en activant la MP kinase. Elle augmente la captation des lipides dans les adipocytes, exactement comme l'insuline, et elle va donc de ce fait-là réduire la captation ectopique des lipides dans le foie, le cœur et d'autres tissus. Elle régule les gonadotrophines. Elle régule la réponse immunitaire. Alors, que se passe-t-il lorsque la leptine est réduite, ce qui est le cas des lipodystrophies? On va avoir une insulinorésistance avec une hyperglycémie, voire un diabète, une diminution de captation des lipides dans les adipocytes, ce qui fera que les lipides n'étant plus dans le tissu adipeux vont souvent rester dans le plasma avec une hypertriglycéridémie et une accumulation ectopique de graisse au niveau du foie, ce qui fera une stéatose, au niveau du muscle, du cœur, du rein, etc. On a une hyperphagie qui peut aussi être rencontrée lorsque on a un déficit en leptine, dans la mesure où la leptine, elle, réduit la prise alimentaire. On a aussi une réduction de l'efficacité de la réponse immunitaire et une augmentation de la susceptibilité aux infections. Alors, les lipodystrophies sont classées en généralisées et partielles. Alors, pour les lipodystrophies généralisées, on distinguera les formes congénitales des formes acquises. Les formes congénitales ont le nom propre de syndrome de Bardinelli-Seip, le nom des chercheurs qui ont individualisé ces lipodystrophies généralisées, liées à des mutations de plusieurs gènes différents, comme la sépine surtout, mais il y a aussi la cavéoline, AGAT-PT2 aussi. Et puis les formes acquises, qu'on appelle le syndrome de Lorentz, qui est d'origine probablement auto-immune, mais on n'a jamais pu mettre en évidence d'anticorps très spécifiques. À côté des formes généralisées, on a les lipodystrophies partielles,
avec là aussi une distinction entre les formes congénitales ou acquises. Les formes congénitales regroupées sous le nom de syndrome de Cunningham, qui est souvent le terme utilisé en médecine clinique, secondaires à des mutations de gènes comme les gènes lamine ou pipargamma ou la périlipine. Et puis il y a les formes acquises qu'on appelle le Baraker-Simmons, dont la physiopathologie n'est pas claire. Et à côté de ces formes acquises, on distingue des formes qui sont secondaires à l'HIV ou à certains traitements comme l'insuline ou la somatostatine. Pour les formes généralisées, le syndrome de Berardinelli-Seip se caractérise par une lipodystrophie globale. C'est une pathologie congénitale de transmission récessive. La prévalence est rare, on a 0,5 cas pour 1 million d'habitants, avec un début dans l'enfance ou l'adolescence. On a une hypertrophie musculaire et des veines proéminentes, une avance de l'âge osseux, qui est souvent présente, un possible retard mental, une puberté précoce et une hyperandrogénie. Le diabète est lui aussi fréquemment présent dans ce syndrome de Berardinelli-Seip, lipodystrophie généralisée. On a une hépatomégalie fréquente avec stéatose. Alors voilà cliniquement comment ça se présente, parce qu'en fait, ce sont des diagnostics qui seront évoqués sur la clinique. Donc, il faut être extrêmement sensible à l'examen clinique. Et lorsqu'on a un patient qui se présente avec ce tableau-là, on voit très bien les veines proéminentes, l'hypertrophie musculaire et l'absence de graisse. Il faudra tout de suite évoquer une lipodystrophie, quelle que soit sa porte d'entrée, qui peut être une porte d'entrée générale, comme des troubles de croissance, ou souvent un diabète ou une stéatose. Le syndrome de Lorentz, qui est la forme acquise, donc c'est généralisé, c'est a priori auto-immun, mais la physiopathologie, comme je vous le disais, n'est pas claire. On a une disparition progressive du tissu adipeux au cours de l'enfance ou à l'âge adulte. C'est une forme rare avec une prévalence qui est celle de la forme congénitale généralisée, donc 0,5 cas pour 1 million d'habitants. C'est exactement le même tableau clinique. On a parfois une paniculite qui peut être présente dans cette forme-là. Et on peut avoir des maladies auto-immunes associées. C'est souvent ce qui fera penser à ce syndrome de Lorentz qui est acquis. On peut avoir aussi une baisse du complément C3 du fait de l'activation de la voie du complément. Dans les formes partielles, on a la forme congénitale et la forme acquise. La forme congénitale qui est bien connue, c'est le syndrome de Cunningham, avec une atrophie du tissu adipeux sous-cutané des membres et du tronc, et l'accumulation du tissu adipeux au niveau du visage et du cou, avec un aspect de pseudo-Cushing au niveau du visage. La prévalence là est beaucoup moins rare, on a 1 cas pour 200 000. On a une hypertrophie musculaire et des veines proéminentes, comme dans les lipodystrophies en général. On a un acanthosis nigricans, une hépatomégalie, un diabète et des antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires ou métaboliques comme le diabète et les hypertriglycéridémies. Donc si on ne fait pas attention, un patient comme ça, on peut imaginer qu'il a un diabète de type 2, mais si on l'examine bien, on pensera tout de suite à une hypodystrophie. Alors voilà l'examen clinique, on le voit très bien là sur la photo de gauche, vous voyez très bien au niveau des membres l'absence de tissu adipeux et surtout une musculature qui apparaît excessive, pas de graisse au niveau du tronc, ce qu'on ne voit pas dans un diabète de type 2 normal, et en revanche un faciès de type Cushing avec une obésité au niveau du visage. Pareil là ici pour la figure E, c'est assez évident, vous voyez que le Cushing, l'aspect du visage pardon, ressemble à un Cushing, et par contre ici on a une absence de graisse totale au niveau du tronc et des membres. Le syndrome de Baraker-Simmons est une forme acquise dont là aussi la cause n'est pas connue, et c'est une hypoatrophie de la partie supérieure du corps alors qu'on a une hypertrophie de la partie inférieure du corps, donc c'est une présentation clinique assez particulière.
Et on a des désordres métaboliques inconstants. Et quand ils sont présents, c'est plutôt un diabète. Parfois, une glomérulonéphrite mésangiocapillaire. Et le taux de C3 peut être abaissé par activation de la voie du complément. Alors voilà comment se présente le syndrome de Baraker-Simmons. Vous voyez très bien sur les photos de droite, avec au niveau de la partie supérieure une absence de graisse. En particulier, c'est assez net au niveau du visage, comme on le voit ici chez cette femme. Et à l'inverse, au niveau du bassin et plus bas, vous avez plutôt une accumulation de graisse. Bilan faire devant une hypodystrophie. Un bilan métabolique, bien sûr, avec glycémie, hémoglobine glyquée, un bilan lipidique, un bilan hépatique, des transaminases et avec le calcul du score de FIB4, une échographie pour rechercher une stéatose et éventuellement des complications. Et si votre FIB4 dépasse 1,3, faire un fibroscan pour rechercher une fibrose. Le bilan hormonal minimum, c'est chez la femme le dosage des androgènes, éventuellement une échographie ovarienne. Au niveau musculaire, un dosage de CPK est recommandé et c'est seulement dans certains cas qu'on ira plus loin avec un électromyogramme ou une IRM. Le bilan cardiaque, surtout dans le syndrome de Cunningham, avec ECG, échographie et Holter. Le dosage de la leptine qui sera abaissé et qui viendra confirmer biologiquement le diagnostic que vous aurez fortement suspecté sur la présentation clinique. Alors, quelle prise en charge thérapeutique ? La prise en charge du diabète se focalisera sur la résistance à l'insuline et c'est pour ça qu'on utilisera la metformine. La glitazone est utilisée dans les autres pays du monde, mais en France, on ne l'a plus à disposition. Par contre, les agonistes GLP-1 sont de très bons traitements pour les diabètes secondaires aux lipodystrophies. Le traitement de l'hypertriglycéridémie, lorsqu'elle est présente, fera appel aux fibrates et aux oméga 3. L'objectif, c'est de réduire le LDL cholestérol au moins en dessous de 1 g par litre. Et parfois, chez certains patients, le traitement par statine sera nécessaire. Le traitement par leptine recombinante, la métréleptine, est venu un peu révolutionner la prise en charge de ces lipodystrophies. C'est pour ça que leur diagnostic est vraiment important. Prescription hospitalière, mais maintenant, la délivrance est possible en pharmacie d'officine. Ce sont des injections sous-cutanées quotidiennes de métréleptine commercialisées sous le nom de Mialepta, avec des doses de 2 à 10 mg par jour. La chirurgie plastique est parfois nécessaire chez certains patients, en particulier dans le syndrome de Baraker-Simmons, où on a une absence de tissu adipeux au niveau du visage qui peut être très gênante. Et ce sont exactement le même type de chirurgie que ce qu'on utilise chez les patients HIV. Donc, pour le syndrome de Cunningham, il y a un site internet qui permet d'avoir le plus d'informations. Voilà, juste un point sur cette maladie rare, puisque à Dijon, nous avons le centre de maladies rares des syndromes de résistance à l'insuline, dont font partie les lipodystrophies. Et nous avons pu bénéficier de la présence de ces patients pour réaliser une étude il y a 2 ans afin de comprendre l'hypertriglycéridémie retrouvée dans les lipodystrophies, en particulier par mutation de la pyrilipine. Les patients qui présentent ces lipodystrophies ont une insulinorésistance importante, une stéatose et une hypertriglycéridémie qui peut être modérée, mais qui peut dépasser les 10 millimoles par litre. Elle est beaucoup plus importante que ce qu'on observe dans le diabète de type 2 et ce qui suggérait des mécanismes propres qui n'étaient pas ceux de la résistance à l'insuline. Alors, les mécanismes responsables de cette hypertriglycéridémie étaient inconnus. Est-ce que c'est un lien avec la stéatose hépatique? Est-ce que c'est un lien avec l'atteinte primitive du tissu adipeux ou d'autres mécanismes? Donc, pour répondre à cette question, nous avons pu réaliser à Dijon une étude cinétique in vivo du métabolisme des lipoprotéines chez des patients qui présentaient cette lipodystrophie partielle, en faisant une étude par isotope stable. Et nous avons pu réaliser cette étude chez 6 patients qui présentaient cette lipodystrophie, dont plusieurs qui n'étaient pas résidents sur Dijon, 13 sujets témoins et 8 patients diabétiques de type 2 pour avoir une comparaison aussi avec le diabète de type 2 dans la mesure où tous les patients ayant une lipodystrophie partielle familiale avaient aussi un diabète de type 2.
Alors, je passe rapidement sur la technique parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Sur les données cliniques de la population, on voyait très bien que chez les patients qui avaient une mutation, ils avaient un poids qui était à peine plus élevé que les sujets contrôle et un BMI qui restait aussi à peu près comparable. En revanche, il présentait une hypertriglycéridémie importante avec en moyenne 5,96 grammes par millimol par litre, pardon, un HDL plus bas, une ApoB plus élevée. Et puis vous voyez que l'insulinémie était extrêmement élevée et le HOMA-IR, qui est un index de l'insulinorésistance, lui était extrêmement élevé, confirmant l'insulinorésistance majeure de ces patients. Alors, quand on regarde les données cinétiques, on voit que le pool en gris des patients avec lipodystrophie, le pool de l'ApoB des VLDL et des IDL était très élevé. Et pour les VLDL, beaucoup plus élevé non seulement que les sujets témoins, mais aussi que les sujets diabétiques de type 2. En ce qui concerne les données cinétiques, on voit que le catabolisme total, ce qui s'appelle total FCR, était nettement réduit chez nos sujets lipodystrophiques, beaucoup plus que chez les sujets témoins et aussi beaucoup plus que chez les sujets diabétiques de type 2. On avait quelque chose d'assez parallèle pour l'IDL. Et quand on s'intéressait au catabolisme indirect, c'est-à-dire celui qui est celui orientant les VLDL vers les IDL et après vers les LDL, on voit qu'il y a une réduction majeure du catabolisme indirect chez les sujets ayant une lipodystrophie, que ce soit pour les VLDL ou pour les IDL. Donc, si on résume en images, ce qu'on a chez les sujets diabétiques de type 2, et ça, on le sait, c'est une augmentation de la production des VLDL et une baisse modérée du catabolisme des VLDL et des IDL. Et pour nos patients ayant une lipodystrophie, on a la même augmentation de production des VLDL que dans le diabète de type 2, mais une réduction majeure du catabolisme des VLDL et des IDL, ce qui laisse penser qu'il y a une anomalie au niveau de la lipoprotéine lipase. Et en effet, le taux plasmatique de lipoprotéine lipase était réduit de 62% chez nos patients, alors que l'expression de la lipoprotéine lipase dans les fragments de tissu adipeux des sujets étudiés n'était pas réduite. Donc c'est une diminution non pas de l'expression, mais de la quantité de lipoprotéine lipase du fait de la réduction du tissu adipeux. Donc on a en fait chez nos sujets qui ont une hypodystrophie, comme on le voit ici sur le schéma du bas, une diminution du tissu adipeux, et de fait de cette diminution du tissu adipeux, une diminution de la masse disponible de lipoprotéine lipase, ce qui fait que le catabolisme des VLDL et des IDL est nettement réduit, ce qui est responsable de cette hypertriglycéridémie majeure. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous permet d'orienter le traitement maintenant vers les fibrates quand on a une hypertriglycéridémie et surtout quand on a un diabète associé aux agonistes GLP-1. Et c'est vrai que depuis le résultat de cette étude, les patients avec des lipodystrophies et hypertriglycéridémie plus diabète sont automatiquement traités par agonistes GLP-1 avec une résolution complète de leur hypertriglycéridémie. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci Bruno. Alors vous pouvez mettre vos questions dans le chat ou lever la main, ou comme on est 27, on devrait potentiellement aussi pouvoir prendre la parole si besoin. Du coup, je vais commencer avec une question pendant que les autres écrivent la leur ou lèvent la main. Moi, c'était pour savoir, alors déjà dans les formes génétiques, du coup, combien sont suivis au CHU de Dijon à peu près? Bon, alors je peux parler que pour les formes que nous suivons chez les adultes, puis il y en a peut-être qui sont suivies en pédiatrie, mais chez les adultes, les formes génétiques, on se retrouve à un nombre qui se situe entre 7 et 9. Voilà. Ok. Et puis, dans la même lignée, donc les traitements que l'on peut mettre, est-ce que ça va aller au-delà des traitements symptomatiques pour les complications, ou est-ce que ça permet de changer du coup cet aspect physique des personnes? Alors, la leptine, en fait, on l'utilise, là j'ai lu ce matin par hasard, hein, mais 2 patients qui sont traités par leptine, qui ont une forme généralisée, ça résout les problèmes de résistance à l'insuline, de stéatose et de complications en aval, mais ça ne restaure pas la masse de tissu adipeux, c'est-à-dire qu'il se présente cliniquement exactement de la même façon. On n'a pas de restauration du tissu adipeux, mais on améliore les conséquences liées au déficit de la leptine.
Donc, donc le diabète, donc eux n'ont vraiment pas du tout de diabète grâce à ce traitement-là. Ils ont normalisé ils ont une stéatose très modérée mais qui ne s'est pas aggravée. Donc voilà, mais on ne restaure pas le tissu adipeux. Et si jamais c'était donné plus tôt, parce que du coup le tissu adipeux, il est pas, enfin c'est pas, je dirais que chez les petits, est-ce que on n'est pas d'emblée avec cette symptomatologie-là, mais c'est un peu progressif quand même? Est-ce que du coup, si jamais on le donnait plus tôt, on pourrait avoir un gain là-dessus, a C'est priori? a priori non, non, on va limiter en fait la captation des graisses dans les tissus ectopiques. Par contre, l'absence relative ou totale du tissu adipeux, elle sera toujours là. Parce qu'en fait, mettons la périlipine, quand on a une mutation de la périlipine, on n'est plus capable de former des gouttelettes qui retiennent les lipides dans le tissu adipeux. Donc finalement, il n'y a plus de tissu adipeux parce qu'il n'y a pas de gouttelettes possibles. Et ça, on n'a pas de traitement spécifique de la périlipine. On en aura peut-être un jour, ou de la sépine. Donc on a une mutation qui porte sur la constitution propre du tissu adipeux. Mais nous, ce qu'on peut traiter avec la métréleptine, ce sont les conséquences, en fait. Les conséquences, mais pas directement le tissu adipeux. Après, si vraiment on veut restaurer le tissu adipeux, ben on tombe dans ce qui est, j'évoquais éventuellement, c'est la chirurgie plastique, des greffes. Mais c'est pour des raisons plutôt esthétiques, mais ça ne modifiera pas le fond du problème. Mhm. Éléonore, vas-y. Je ne sais pas si tu parles parce que ton micro est Oui, fermé. vous m'entendez? Voilà. Oui, là Oui. c'est bon. Ouais, Oui, bon. bonjour. Je suis chef de clinique en génétique et j'avais une question pour dans la suite de ce que disait Laurence sur un peu l'âge de début des symptômes, parce que j'ai vu à la demande de nos confrères pédiatres une patiente chez qui on suspecte un syndrome. Et du coup, voilà, elle a 16 ans et je me demandais si les signes étaient déjà présents à cet âge-là ou si on peut s'attendre à plus de signes. Je regardais son bilan biologique, il n'y a pas d'hypertriglycéridémie chez elle pour l'instant, mais il y a une insulinorésistance et le morphotype est un peu entre deux. J'ai vu des photos de son père et de sa grand-mère qui ont l'air d'avoir une répartition effectivement anormale des graisses. Donc je me demandais, voilà, est-ce que à cet âge-là, on peut s'attendre à un tableau déjà plus brillant ou ça s'installe plus tard à l'âge adulte? Ça dépend de la sévérité de la forme. Il y a des mutations différentes, il y a plusieurs types de mutations. Et on peut avoir des formes qui vont débuter beaucoup plus jeunes, chez un enfant en pleine croissance ou chez un adolescent. Là, on est à 16 ans, donc c'est la fin de l'adolescence. Ça peut se voir, mais on aurait pu avoir une forme beaucoup plus sévère. Donc c'est très variable. C'est très variable. Et ça, dans la littérature, on le décrit bien, hein. Il y a moi, j'ai vu 2 patients ce matin qui ont commencé jeunes, mais on peut avoir une forme qui sera diagnostiquée beaucoup plus tard. Parce que la forme que vous présentez, elle est peut-être modérée parce que les parents, a priori, n'ont pas eu de pathologie grave, si j'ai bien compris. Oui, oui. C'est vraiment parce que j'ai creusé l'histoire familiale qu'il y a des choses qui apparaissent. Et c'est possible éventuellement de vous envoyer des données pour avoir votre avis Ben oui, bien sûr. sur le dossier. Oui. Après, du coup, si de ce que j'en comprends, si jamais les parents avaient potentiellement, père et grand-mère avaient potentiellement la même chose, ils devraient avoir des anomalies biologiques Oui, à au leur moins. âge. Oui, en sachant que peut-être que ça n'a pas été dit, mais peut-être qu'ils ont un diabète qui est considéré comme un diabète de type 2 et qui n'a pas été énoncé par la personne. Parce que on se fait avoir, hein, on se fait avoir, parce que souvent ces patients sont considérés comme diabète de type 2. C'est vraiment parce qu'on est curieux, qu'on creuse, qu'on trouve que ce n'est pas un diabète de type 2 et une hypodystrophie. Donc il faut une certaine curiosité clinique pour rectifier les diagnostics. Et c'est vrai que par rapport à ce que disait Éléonore, ça nous est effectivement déjà arrivé de voir des jeunes, enfin soit des adolescents ou des jeunes adultes envoyés parce on trouvait, il était identifié potentiellement qu'ils n'avaient pas beaucoup de graisse, on va dire. Oui.
et on se situe vraiment un peu dans une situation où, sans bilan biologique pathologique, on est d'accord que on ne devrait pas forcément aller plus loin. Juste le fait d'avoir quelqu'un qui paraît sec n'est pas une justification. Non, mais bon, faut quand même se poser la question, peut-être faire un dosage de leptine, parce que s'il est abaissé, là, faut vraiment aller plus loin, je pense, à mon avis. Et puis refaire l'histoire familiale. Là, dans l'exemple d'Éléonore, avec cette patiente de 16 ans qui avait a priori pas grand-chose, je pense qu'un dosage de leptine peut être quand même intéressant, parce que s'il est abaissé, on sera plus prudent, on fera une surveillance un peu plus rapprochée, car il y aura un risque de développement de stéatose ou de diabète dans les années à venir, quoi. Mhm. Et en Alors, il fait, y a une question. voilà, ce qui est important, c'est de savoir qu'on est, si jamais il y a un diabète ou une stéatose, dans une pathologie particulière qui aura des traitements particuliers et qu'on ne va pas donner les traitements standards, habituels. Voilà. Il y a une question dans le chat de Théo Gomet qui est enseignant en activité physique adaptée et qui demande l'impact de l'activité physique et de la nutrition dans ce type de pathologie, puisque cela favorise l'hypertrophie et la réduction du tissu adipeux qui est déjà réduit, mais améliore également l'insulinorésistance. Alors, en effet, l'activité physique va avoir plutôt un effet bénéfique. Ça, c'est clair. Donc, il n'y a pas de contre-indication à l'activité physique. Le tissu adipeux, de toute façon, la réduction du tissu adipeux qu'on observe avec l'activité physique, c'est un mécanisme très spécifique. Là, on sera complètement à côté, parce que de toute façon, le tissu adipeux ne peut pas se développer normalement, donc l'activité physique ne va pas intervenir réellement. Mais il n'y a pas de contre-indication à faire une activité physique, à la limite au contraire, parce que ça permet d'améliorer l'équilibre glycémique. Et moi, j'ai en tête 3 patients qui font pas mal d'activité physique et qui ont ce type de pathologie-là, et ça les améliore. Et j'en ai une qui a aussi un syndrome de Baraker-Simmons. Quand elle réduit son activité physique, on voit que le diabète grimpe. Donc, il y a un effet bénéfique. Ok, écoute, je pense qu'il n'y a plus de questions et on arrive sur la fin. Donc, un grand merci pour ce point. Toujours très utile d'avoir ces petits points et on voit que ça a été bien suivi. Donc, merci Bruno. Et puis à la prochaine fois, tout le monde, pour les prochaines aventures de On vous dit tout sûr, spécial maladie rare. Très bien. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.